avril ou mai, enfin peu importe. Quant aux autres, ils ont tous été annulés les uns après les autres. Alors pendant des aujourd'hui, années, elle a porté seule un secret qui aurait pu détruire une légende. Et aujourd'hui, ce silence se brise enfin. Sa voix tremble à peine, mais ce qu'Astrid s'apprête à révéler renverse tout ce que l'on croyait savoir sur Bébert, sur leur couple et sur les derniers mois qu'ils ont traversés dans l'ombre. Une vérité enfouie derrière des sourires publics, derrière une énergie qu'il exhibait pour mieux cacher sa chute. Une vérité qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais osé franchir le seuil de leur maison. Et tandis que son récit s'ouvre comme une plaie longtemps refermée de force, le décor bascule. Ce n'est plus l'idole des années 80 que l'on voit, mais un homme en lutte et une femme prisonnière d'un cauchemar conjugal qu'elle n'a jamais demandé à vivre. Après des années de dissimulation, la veuve de Bébert révèle enfin son douloureux cauchemar conjugal. Mais comment cette femme discrète, presque invisible aux yeux du public, a-t-elle pu traverser l'envers du décor d'un artiste à son apogée ? Astrid Kassabi, elle aussi, avait une image que personne ne connaissait vraiment. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est à quel point cette image lisse cachait une femme déjà fragilisée, déjà trop seule dans l'ombre d'un homme que la France croyait connaître par cœur. Car derrière les projecteurs braqués sur Bébert, derrière l'énergie débordante qu'il affichait encore sur scène, se déroulait un drame silencieux, presque invisible, que seule Astrid portait sur ses épaules. Et alors une question s'impose, presque naturellement. Que se passe-t-il vraiment dans un foyer lorsque la façade publique devient un masque trop lourd à maintenir ? Astrid Kassabi n'a jamais cherché la lumière. À l'époque où Bébert faisait encore danser des foules entières, elle avançait à ses côtés comme une présence douce, stable, rassurante, celle que les médias apercevaient, parfois sans jamais la regarder vraiment. Aux yeux du public, elle n'était qu'un sourire timide, une silhouette effacée derrière la vivacité légendaire du chanteur. Mais pour ceux qui l'ont vue de près, il y avait déjà, dans son regard, une petite fissure, la trace d'une inquiétude que personne ne décryptait, un geste de la main un peu trop nerveux, une fatigue qu'elle camouflait sous des politesses discrètes. Elle semblait vivre dans un monde parallèle, celui où l'on doit être solide pour deux, où l'on apprend à ne rien dire par loyauté, par amour, par instinct de protection. Ce que révèle Astrid aujourd'hui dépasse largement la maladie que Bébert a si longtemps cachée. Ce qu'elle dévoile, c'est la lente érosion d'une femme qui, année après année, a appris à contenir l'indicible, à avaler ses peurs, à dissimuler ses tremblements, à sourire quand son cœur se serrait. Elle raconte qu'à mesure que son mari multipliait les apparitions publiques, elle, de son côté, sentait grandir un fossé intérieur. Non pas un conflit, ni une rancœur, mais un silence. Un silence épais qui s'infiltrait dans leur couple comme un brouillard qui s'accroche aux meubles et finit par s'inviter dans chaque pièce de la maison. Ce silence-là n'était pas voulu. Il était né du besoin de protéger un homme qu'elle aimait profondément, mais aussi d'une forme d'effacement involontaire qui la consumait sans qu'elle ose l'avouer. Ce n'est qu'après la chute de Bébert dans leur salon, ce soir où tout a basculé, qu'elle a compris l'ampleur de sa solitude. Le choc, le bruit sourd du corps frappant le sol. Elle s'en souvient avec une précision douloureuse. Elle a couru, elle a crié son nom, elle a appelé à l'aide, mais ce qui l'a terrifiée n'était pas seulement l'état de son mari. C'était cette pensée fulgurante, presque coupable. Je savais que quelque chose n'allait pas. Pourquoi n'ai-je rien dit ? C'est à partir de là que son cauchemar conjugal a commencé à prendre forme. Non pas un cauchemar fait de violence ou de trahison, mais un cauchemar fait d'isolement émotionnel, de responsabilités écrasantes, de nuits blanches, inutiles, de décisions prises seule dans un couloir d'hôpital où l'odeur antiseptique lui donnait envie de fuir. Car quand le diagnostic est tombé, sévère, sans répit possible, Astrid a senti une partie d'elle se briser. Elle raconte qu'elle a d'abord voulu hurler, mais qu'aucun son n'est sorti. Bébert, lui, avait déjà repris son sourire obstiné, ce sourire qui disait « On continue, comme si de rien n'était ». Il lui a demandé de ne rien dire à personne, de garder le secret, d'assurer que tout allait bien. Et elle, dans un élan de loyauté presque sacré, a accepté. Elle a accepté car c'était la promesse faite des années plus tôt, mais elle n'avait pas encore compris le prix dévastateur de cette promesse. Les semaines suivantes, elle a découvert ce que signifie réellement porter quelqu'un. S'occuper des rendez-vous médicaux, en cachette, inventer des excuses pour justifier son absence,
essuyer les soupçons du voisinage, répondre par un sourire fatigué aux amis trop curieux. Elle marchait dans la maison comme une funambule, chaque pas mesuré, chaque parole pesée, craignant à tout moment qu'un détail ne trahisse la vérité. Elle dormait par fragments, l'oreille tendue vers la chambre où son mari respirait difficilement. Parfois, elle s'asseyait au bord du lit en pleine nuit, incapable de de décider si elle devait être sa femme, son infirmière, son ange gardien ou son écran contre le monde. Ce qui la blessait le plus n'était pas la douleur physique de Bébert, mais sa manière de minimiser tout ce qu'il ressentait. Il faisait semblant d'aller bien même quand se lever devenait un supplice. Il détournait ses yeux pour qu'elle ne voie pas la peur qui les traversait. Et elle, par réflexe, détournait aussi les siens. Deux solitudes côte à côte, unies par un amour immense mais étouffé par un pacte silencieux qu'aucun d'eux n'osait remettre en question. Puis il y a eu la montée des rumeurs. Un poison lent qui se glissait partout. Certains disaient que le couple n'allait plus bien. D'autres parlaient de tensions financières. Quelques-uns allaient jusqu'à prétendre qu'Astrid s'était éloignée, qu'elle ne s'occupait plus de son mari. Elle lisait ces mots le soir, quand toute la maison dormait, et chaque phrase était une gifle. Comment expliquer qu'en réalité, elle s'épuisait pour maintenir la paix, pour préserver les enfants, pour masquer les urgences médicales qui devenaient de plus en plus fréquentes? Comment dire que ses mains tremblaient quand elle prenait le volant en pleine nuit pour rejoindre un médecin? Comment confier qu'elle avait peur de s'effondrer à son tour? Et pourtant, malgré ce chaos intérieur, malgré ce chagrin qu'elle devait refouler sans cesse, Astrid n'a jamais cessé d'aimer. Aimer avec douceur, aimer avec patience, aimer sans bruit. Elle raconte qu'il y avait encore des moments de grâce, des regards silencieux dans la cuisine, des éclats de rire volés entre deux douleurs, des chansons que Bébert écoutait pour se sentir vivant. Mais ces moments étaient éteintés d'une fragilité profonde, comme si chaque instant portait en lui la conscience d'être peut-être le dernier. Aujourd'hui, en révélant ce cauchemar conjugal longtemps enfoui, Astrid ne cherche ni compassion ni justification. Elle veut simplement redonner une place à sa vérité, à sa part de lumière et d'ombre, à cette femme qu'elle a dû devenir malgré elle. Une femme forte, mais pas invincible. Une femme aimante, mais blessée. Une femme qui a tout donné, mais qui a longtemps cru qu'elle devait se taire pour protéger l'homme qu'elle aimait. Et ce n'est que le début de ce qu'elle s'apprête à dévoiler. Et pourtant, malgré tout ce qu'elle avait déjà enduré, Astrid ignorait encore que le véritable basculement n'avait pas encore eu lieu. Car ce n'est pas seulement la maladie de Bébert qui allait la confronter à ses limites, mais la découverte progressive d'une vérité plus lourde encore, celle de ses propres frontières, de ce qu'elle pouvait accepter, de ce qu'elle ne pouvait plus taire, de ce qu'elle devait enfin affronter pour ne pas sombrer elle-même. Elle raconte qu'un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine après avoir veillé Bébert une grande partie de la journée, quelque chose en elle s'est fissuré pour la première fois de manière visible. Pas un cri, pas une larme incontrôlable, mais un simple geste. Elle a posé un verre dans l'évier, et ce verre, trop fragile, s'est brisé sous ses doigts. La secousse minuscule, le bruit sec du verre qui éclate, le sang qui perle au bout de son pouce. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle s'était oubliée depuis trop longtemps. Pendant des mois, elle avait enveloppé son mari d'un amour farouche, elle avait caché son état au monde entier, elle avait tenu la maison comme une forteresse contre les regards extérieurs, mais elle n'avait jamais réfléchi à ce que tout cela lui coûtait à elle. Elle dit que cette prise de conscience fut violente. Elle s'est assise par terre, dos contre le lave-vaisselle, respirant difficilement, comme si le monde entier venait soudain de lui tomber sur les épaules. Et pour la première fois depuis le diagnostic, elle n'a pas pensé à ce qu'elle devait faire, à qui elle devait appeler, à quelle urgence elle devait anticiper. Elle a pensé à elle, à cette femme qu'elle avait cessé de voir dans le miroir, à cette épouse devenue infirmière malgré elle, à cette mère qui ne dormait plus, à cette compagne qui n'osait plus parler. Elle a réalisé qu'elle s'était enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Un rôle dicté par la peur de trahir une promesse, de décevoir Bébert, d'exposer leur intimité à un monde qu'elle jugeait trop cruel pour comprendre. C'est ce soir-là que les choses ont commencé à changer, même si personne autour d'elle ne pouvait encore le deviner. Astrid a pris la décision de ne plus subir ce silence comme une fatalité. Elle a décidé qu'elle devait se tenir debout, non pas contre Bébert, ni contre la maladie, mais contre cette disparition d'elle-même qui la menaçait depuis trop longtemps. Elle n'en a parlé à personne. Elle n'a pas annoncé un grand bouleversement.
Mais dans son cœur, une ligne invisible venait d'être tracée. Elle devait protéger son mari, oui, mais elle devait aussi se protéger elle-même. Et c'est précisément ce fragile équilibre entre loyauté et survie qui allait définir les semaines suivantes. Un autre événement, survenu peu après, a renforcé cette conviction nouvelle. Bébert, épuisé par la maladie, mais encore lucide par moments, avait tenté ce soir-là d'apparaître normal. Il avait aidé à mettre la table, raconté une anecdote amusante aux enfants, essayé de jouer le rôle de ce père énergique qu'il avait toujours été. Mais au moment de monter l'escalier, ses jambes ont cédé. Astrid l'a rattrapé in extremis, son cœur battant à tout rompre, mais ce n'est pas la chute qui l'a bouleversé. C'est ce qu'il lui a murmuré, d'une voix presque inaudible, mais suffisamment claire pour qu'elle n'oublie jamais. « Je ne veux pas que tu t'épuises pour moi. » Cette phrase, simple et tendre, a résonné dans son esprit comme une permission, comme une reconnaissance du combat qu'elle menait en silence. Pour la première fois, elle sentait que Bébert voyait réellement ce qu'elle traversait. Ce moment fut un tournant. Astrid raconte qu'elle a senti en elle quelque chose se dénouer, une corde tendue depuis des mois qui se relâchait enfin. Cela ne signifiait pas qu'elle allait abandonner, ni se détacher, ni renoncer à l'accompagner jusqu'au bout. Cela signifiait simplement qu'elle acceptait de ne plus être un fantôme dans sa propre vie. Elle a commencé à parler davantage avec les médecins, à demander plus clairement ce qu'elle avait le droit de savoir, à organiser l'espace de la maison pour que tout ne repose plus uniquement sur elle. Une amie, une voisine de confiance, a commencé à passer de temps en temps, sans poser de questions, simplement pour s'assurer qu'elle ne s'effondrerait pas. Tout cela restait discret, caché du monde extérieur, fidèle à la volonté de Bébert, mais pour Astrid, c'était une respiration nouvelle. Et puis, il y a eu ce jour où tout a pris une teinte différente. Elle était sortie acheter du pain, quelque chose de banal. Un geste simple dans un quotidien devenu extraordinairement fragile. En passant devant une vitrine de presse, elle a aperçu un titre scandaleux insinuant que Bébert se retirait de la scène à cause d'une crise conjugale. La photo d'elle, prise des années plus tôt, illustrant un article bâti de suppositions et de rumeurs, a provoqué en elle une douleur sourde, profonde. Elle raconte qu'elle est restée immobile plusieurs minutes, incapable de détourner le regard, incapable d'avancer. Ce n'était plus seulement la maladie qui les isolait, c'était désormais le poids du jugement d'un monde entier qui croyait comprendre ce qui se passait entre eux, alors que la vérité, bien plus complexe, restait confinée dans un espace que seule Astrid osait habiter. C'est ce jour-là qu'elle a compris que si elle continuait à se taire, d'autres parleraient à sa place. D'autres inventeraient leur propre version, d'autres déformeraient sa réalité jusqu'à la rendre méconnaissable. Elle s'est sentie trahie, non pas par Bébert, mais par cette promesse de silence qui, au lieu de protéger leur intimité, devenait un piège qui dévorait tout. Le soir même, en rentrant chez elle, elle a observé Bébert dormir, son visage aminci, ses traits tirés, cette fragilité nouvelle qui contrastait tant avec l'image publique qu'il voulait préserver. Elle s'est alors assise à côté de lui et a pris sa décision. Elle respecterait son envie de discrétion, mais elle ne permettrait plus que cette discrétion devienne une toile blanche où chacun serait libre de projeter ses fantasmes. Cette décision n'avait rien de spectaculaire. Personne ne l'a su sur le moment. Mais Astrid affirme que c'est à partir de cet instant, précis et intime, qu'elle a commencé à reprendre le contrôle de son histoire. Elle a commencé à parler plus franchement avec les enfants, à leur expliquer avec des mots simples que leur père était fatigué et qu'il avait besoin de calme, mais qu'il n'avait rien fait de mal. Elle a cessé de répondre aux messages intrusifs et a appris à laisser en suspens les commentaires malveillants. Elle a aussi repris l'habitude d'écrire dans un cahier, pour ne pas perdre sa voix, dit-elle. Au début, ce n'était que quelques lignes, des pensées jetées à la va-vite entre deux soins, puis les mots ont commencé à prendre forme, à raconter ce qu'elle vivait, à lui offrir un espace qui n'était qu'à elle. Pourtant, malgré ce regain de force, Astrid savait que le plus difficile était encore à venir. Les médecins étaient de plus en plus présents. Les jours bons se faisaient plus rares. Bébert semblait glisser entre deux mondes, parfois lumineux, parfois lointains. Et elle, chaque soir, devait affronter cette angoisse sourde, celle qui serre la poitrine et empêche de respirer. La conscience que rien ne serait plus jamais comme avant.
C'est dans ce climat d'incertitude, de fatigue extrême et de lucidité nouvelle qu'Astrid a finalement compris que la vérité, sa vérité, ne pouvait rester enfouie éternellement. Elle avait passé trop d'années à se taire, à porter seule le poids invisible d'un pacte qu'elle n'avait jamais osé remettre en cause. Elle avait vécu dans un monde parallèle où ses émotions n'avaient plus droit de citer. Désormais, quelque chose en elle refusait de disparaître dans cette ombre. Et c'est précisément de cette révolte intérieure, douce mais déterminée, qu'allait naître la prochaine étape de son histoire. Une étape qui, sans qu'elle le sache encore, allait tout changer. Et pourtant, malgré l'épuisement, malgré les nuits hachées et la peur constante d'un prochain effondrement, quelque chose de nouveau commençait à se frayer un chemin en elle. Une forme de respiration plus lente, plus profonde, qui ne ressemblait pas au renoncement, mais à une sorte de réconciliation intime. C'était comme si la douleur qui l'avait submergée pendant des mois se mettait enfin à déposer ses armes, laissant derrière elle un espace encore fragile, mais prêt à accueillir autre chose. Astrid Kassabi, sans même en avoir conscience au début, entrait dans un territoire inconnu, celui de sa propre renaissance. Elle raconte que tout a commencé un matin particulièrement calme. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant sur le mur des lignes dorées qui semblaient promettre une accalmie. Bébert dormait encore, son souffle doux mais irrégulier, et pour la première fois depuis longtemps, Astrid n'a pas ressenti cette angoisse claustrophobique qui la saisissait habituellement au réveil. Elle est restée debout, près du lit, observant son mari avec une tendresse presque nouvelle. Non pas la tendresse inquiète d'une femme qui craint de perdre l'homme qu'elle aime, mais celle plus paisible d'une femme qui accepte enfin que son rôle n'est pas de retenir la vie, mais de l'accompagner sans se renier. Cette nuance, imperceptible pour le reste du monde, a marqué pour elle un tournant silencieux, mais décisif. Elle dit que ce matin-là, elle s'est sentie différente. Non pas plus forte, non pas plus courageuse, mais simplement plus vraie. Comme si elle retrouvait un fragment d'elle-même qu'elle croyait perdu sous des mois de peur, d'obligation et de promesses trop lourdes. Cette lucidité nouvelle n'a pas enlevé la souffrance, mais elle a permis de lui donner une forme, de la nommer, de la regarder sans frissonner. Au fil des jours, Astrid a découvert qu'elle avait le droit de ne pas être seulement celle qui porte, celle qui protège, celle qui s'efface. Elle avait aussi le droit d'exister pour elle-même, de respirer à son propre rythme, d'admettre ses fragilités sans que cela ne représente une trahison envers son mari. Elle a commencé à comprendre que l'amour véritable ne demande pas d'annihilation, que la fidélité ne se mesure pas au sacrifice de soi, et que la compassion n'a de sens que si elle inclut également celle que l'on se doit à soi-même. Cette prise de conscience, lente mais profonde, l'a amenée à se regarder avec une douceur qu'elle ne s'était jamais accordée. Un jour, en feuilletant ce cahier où elle avait commencé à écrire quelques semaines auparavant, elle s'est aperçue que ces mots n'étaient plus seulement des notes de détresse, mais les traces d'une transformation intérieure. Elle avait écrit des lignes où revenaient des notions comme accepter, pardonner, lâcher prise. Elle ne savait pas encore à qui s'adressaient ces mots. À elle-même, à Bébert, à la vie qui l'avait tant bousculée, peut-être aux trois à la fois, mais ce qui comptait, c'était cette évolution subtile, presque insaisissable. Au lieu de lutter contre ce qui dépassait sa volonté, elle l'apprenait à se tenir debout dans ce qu'elle ne pouvait pas changer. C'est dans ce nouvel état d'esprit que des moments inattendus ont commencé à émerger. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre, elle a retrouvé une vieille photo d'eux, prise des années auparavant, lors d'un voyage spontané qu'ils avaient fait avant la naissance des enfants. Elle s'est assise sur le lit, a tenu la photo dans ses mains, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas senti la morsure du regret. Elle a senti une chaleur douce, presque gratitude, pour ce qu'ils avaient vécu, pour cette tendresse ancienne qui, malgré tout, continuait à exister quelque part en elle. Elle a compris alors que même si leur vie avait pris un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé, tout n'était pas douleur. Il restait des éclats de joie intacts, des souvenirs lumineux capables d'adoucir l'obscurité. Petit à petit, Astrid a commencé à se parler autrement. Elle ne se reprochait plus de ne pas être parfaite, de ne pas trouver les bons mots, de ne pas tout anticiper. Elle achetait un pain trop cuit, ce n'était pas grave. Elle oubliait un rendez-vous administratif, ce n'était pas une catastrophe. Elle s'est mise à sourire davantage aux enfants, non pas pour les rassurer,
mais parce qu'elle en ressentait l'envie. Elle redécouvrait le plaisir de gestes minuscules, comme étendre le linge au soleil ou préparer un thé pour elle-même. Tout cela semblait d'une banalité infinie, mais pour quelqu'un qui avait passé des mois à survivre dans une urgence permanente, ces gestes étaient de véritables actes de réparation. Un autre changement s'est produit dans sa relation à Bébert. Elle ne le regardait plus avec la peur sourde de le perdre à tout instant. Elle le regardait comme un homme qu'elle aimait, oui, mais aussi comme un être humain avec ses limites, ses forces, ses failles, et surtout avec le droit d'être accompagné sans être porté à bout de bras. Cette distinction délicate a transformé leur quotidien. Elle n'exigeait plus d'elle-même de tout contrôler. Elle acceptait de demander de l'aide quand elle en avait besoin. Elle écoutait les soignants sans chercher à dissimuler son angoisse. Elle partageait davantage ses émotions avec Bébert lorsqu'il était suffisamment conscient pour entendre. Ces moments de vérité, parfois courts mais précieux, réinstallèrent entre eux une forme de présence plus authentique. Elle raconte qu'une nuit, alors que la maison dormait, elle s'est octroyé ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois, sortir quelques minutes dans le jardin. Le ciel était clair, une brise légère effleurait ses bras, et elle s'est soudain sentie reliée au monde d'une manière étrange, presque mystique. Elle a inspiré profondément, comme si l'air entrait en elle pour la première fois depuis longtemps. Ce moment d'abandon simple lui a donné la sensation qu'elle n'était plus prisonnière. Elle n'était plus seulement la femme d'un homme malade. Elle était Astrid, une femme vivante, une femme debout dans la nuit, une femme capable d'affronter l'inconnu, sans se trahir. Cette renaissance n'a pas été un long fleuve tranquille. Certains matins, la peur revenait avec une intensité démesurée. Certains soirs, l'épuisement moral la ramenait aux larmes. Mais désormais, ces moments n'étaient plus des chutes interminables. Ils étaient des passages, des vagues qu'elle apprenait à laisser venir et repartir. Elle ne se jugeait plus pour sa vulnérabilité. Elle l'accueillait comme une partie naturelle de son humanité. Cette différence subtile a changé toute sa manière de vivre la douleur. Un aspect essentiel de cette transformation a été l'acceptation du fait que la fin approchait. C'était une évidence que les médecins avaient évoquée à demi-mot, mais qu'elle refusait jusque-là d'intégrer pleinement. Quand elle a fini par l'accepter, ce n'était pas dans un éclat de désespoir, mais dans une forme de paix résignée. Elle dit que cette acceptation n'était pas synonyme d'abandon, mais de lucidité. Elle cessait de se battre contre l'inéluctable et choisissait d'accompagner avec amour ce qui ne pouvait être empêché. Cette attitude nouvelle a profondément adouci les derniers moments qu'ils ont partagés. Elle pouvait enfin être présente sans être terrorisée par la disparition imminente. Elle pouvait aimer sans se crisper, écouter sans s'effondrer, tenir sa main sans trembler. Elle a également découvert qu'en acceptant la fragilité de son mari, elle acceptait aussi la sienne. Cette réciprocité lui a révélé une vérité simple, mais souvent oubliée. On ne peut pas accompagner quelqu'un vers la fin d'un chemin si l'on refuse soi-même d'avancer. Cette leçon-là, elle l'a comprise dans sa chair. Et c'est précisément cette compréhension qui l'a menée à une forme de réconciliation intérieure, non seulement avec la vie qu'elle avait menée, mais aussi avec la femme qu'elle était devenue. Un autre moment marquant est survenu lorsque Bébert, dans un de ses instants de lucidité, lui a dit doucement « Tu as fait plus que ce que j'aurais pu demander. Maintenant, vis. » Ces mots, prononcés d'une voix faible mais pleine d'affection, ont été un baume pour Astrid. Ils validaient des mois de lutte silencieuse, de courage invisible, de sacrifices que personne ne connaissait. Mais surtout, ils contenaient une permission, une bénédiction presque spirituelle, celle de continuer sans culpabilité, de se reconstruire, de renaître après la tempête. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement posé sa tête contre son épaule, laissant ces mots s'imprégner en elle comme une vérité longtemps attendue. À partir de ce jour, Astrid a commencé à entrevoir ce que pourrait être sa vie après. Pas un oubli, pas une fuite, mais une continuité. Une manière de transformer la souffrance en sens, de transformer le chaos en une forme de maturité nouvelle. Elle a compris que la résilience n'est pas un état soudain ou un slogan inspirant, mais un geste répété, fragile parfois, mais profondément humain, celui de continuer à avancer, même quand tout semble interdit. Et c'est dans cette construction lente, patiente, que s'est installée une forme de sérénité. Une sérénité qui n'avait rien à voir avec la légèreté, mais plutôt avec une force tranquille, ancrée dans l'acceptation. Astrid n'était plus seulement celle qui avait survécu au cauchemar conjugal.
Elle devenait celle qui apprenait, enfin, à se choisir. Celle qui découvrait que même dans la douleur la plus profonde, il existe toujours une lueur, un fil de lumière auquel se raccrocher. Ce fil, elle allait bientôt le suivre jusqu'au bout. Dans le silence qui a suivi, Astrid a compris que la vie ne lui demandait plus de se battre, mais simplement de continuer, avec douceur, avec lucidité, avec cette force calme que l'on gagne lorsqu'on a traversé l'inconcevable. Elle avance désormais pas à pas, sans précipitation, en portant en elle non plus la peine, mais l'héritage d'un amour rendu à sa vérité, la plus humaine. Et peut-être est-ce cela, au fond, la seule leçon qui demeure. On ne guérit jamais vraiment des absences, mais on apprend à vivre avec elles jusqu'à ce qu'elles deviennent lumière. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle mérite d'être entendue, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner. Votre soutien aide ces récits à continuer d'exister et donne à ceux qui traversent les mêmes tempêtes la certitude qu'ils ne sont pas seuls.